Ce soir à l'émission, Loi 2, de nombreux médecins de famille de la région s'apprêtent à quitter. Depuis le projet de loi 106 au printemps, le gouvernement propage des mépris. Et de grandes voix s'unissent pour un hommage à Nanette Workman. On se retrouve ici au théâtre avec un spectacle événement qui va être mémorable, j'en suis certain. En entrevue, je reçois Claude Grenier qui nous parle de l'enjeu du transport collectif à Mirabel. C'est cette agglomération-là qui devient difficile. Quand on parle de transport en commun, on n'est pas comme Montréal. Je m'entretiens également avec François Rioux à 98 jours de la finale des Jeux du Québec à Blainville. 100 jours devant nous pour tout finaliser, pour sortir ce qu'on a mis sur papier. Enfin, Mélanie Saint-Laurent nous dévoile le contenu des prochaines veillées festives du Petit Théâtre du Nord. Un moment de se retrouver ensemble et parler de notre territoire, qui est les Laurentides, Basse-Laurentides plus largement. Bienvenue à Accès local. Jeudi 20 novembre 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Hier, Clara, l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière a tenu un point de presse là, juste avant son assemblée générale annuelle. Ça se passait à Blainville et c'était pour lancer un cri d'alarme au gouvernement et à la population conséquemment à l'adoption de la loi 2. Oui, la loi 2, qui, je le rappelle, était auparavant le projet de loi 106 qui a été adopté sous bâillon le mois dernier à l'Assemblée nationale. Pour le ministre de la Santé, Christian Dubé, elle vise à améliorer l'accès de la population à la médecine familiale, mais selon les associations de médecins, cette loi aura l'effet contraire. La loi 2 prévoit plusieurs mesures, notamment l'inscription automatique de tous les Québécois et toutes les Québécoises à une clinique, une coupe dans la rémunération des médecins basée sur leur performance et une cote de vulnérabilité attribuée à chaque patient. Cette opposition entre médecins et gouvernement de la CAQ a fait beaucoup parler dans les dernières semaines. Certains médecins de famille sont même sortis dans les médias pour dire qu'ils pensent à quitter le Québec pour aller pratiquer en Ontario notamment. Justement, hier, la MOL a dévoilé les résultats d'un sondage qui avait été mené auprès de ses membres sur leurs intentions. Oui, tout à fait. Selon la Dr Lynne Couture, qui est présidente de l'association, ces résultats sont inquiétants et précèdent ce qui pourrait devenir un exode médical dans les Laurentides et la Naudière, où 92 médecins de famille ont entamé des démarches pour quitter ou modifier leur pratique. Ce sont les chiffres en fait pour les deux régions. 559 médecins ont répondu à ce sondage. Dans les Laurentides, on parle plutôt de 53 médecins qui souhaitent changer de cap. J'ai parlé avec l'une d'entre elles, Marie-Pierre Chartrand, des raisons qui la poussent à entreprendre des démarches pour aller s'installer au Yukon. Premièrement, le manque de respect. Depuis le projet de loi 106 au printemps, le gouvernement propage des mépris, propage la médisance, utilise nos impôts pour payer des publicités mensongères pour rabaisser les médecins. Puis c'est ça, sa technique de négociation. C'est l'exemple que je choisis de montrer à la population. Je pense pas que c'est quelque chose qui est acceptable. Et ce que les médecins craignent, Clara, ce sont des répercussions négatives sur les soins donnés aux patients. Oui, tout à fait. Ils accusent le ministre Dubé de faire la promotion de la médecine fast-food, donc de privilégier le volume de rendez-vous à la qualité des soins prodigués. Si chaque médecin de famille prend en charge une moyenne de 1000 patients, ce serait 53 000 nouvelles personnes qui se retrouveraient non accompagnées dans la région. Ça pourrait aussi menacer l'offre de services et même l'existence de 15 cliniques. Selon les chiffres du gouvernement, il manque déjà 137 médecins de famille dans les Laurentides. Et une autre des inquiétudes, c'est un bris de services là, dans les prochains mois. Oui, la façon dont le recrutement fonctionne chez les médecins, c'est que les résidents déposent leur candidature dans les 2 premières semaines de décembre. Déjà, la MOL s'inquiète des répercussions de la loi 2 sur le nombre de candidatures qu'ils vont recevoir. Mais une fois ces médecins engagés, ils n'entrent qu'en poste qu'à la fin de l'été suivant. D'un autre côté, les représentants de l'association se doutent que certains médecins attendent l'entrée en vigueur de la nouvelle rémunération en janvier pour passer à l'acte. Donc, cette démission prendrait effet au début du printemps 2026, où Audrey Rochon, médecin de famille et membre du département territorial de médecine de famille des Laurentides, craint que l'on frappe un mur. On s'attend à ce que les départs s'actualisent plus au niveau du printemps, fin d'hiver, début printemps. Avec tout ça, on parle que la prochaine arrivée des médecins, c'est à l'automne. On va avoir un trou dans tout ça, là. On va être pendant 6 mois où est-ce qu'on va être en déficit de médecins puis on ne pourra pas couvrir tous les services qu'on couvre actuellement. Voilà, Claude Lamolle insistait donc sur l'urgence d'agir et demande au gouvernement de changer de trajectoire. L'association multiplie les rencontres avec des députés dans la région et à l'extérieur. Les représentants qui étaient présents au point de presse voulaient aussi rendre clair leurs intentions. Ce n'est pas d'encourager les médecins à quitter le Québec, mais bien de
dresser un portrait réaliste de la situation et des conséquences possibles sur la santé de la population. C'est donc un dossier qu'on continue de suivre de très près. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question d'une grande chanteuse, Nanette Workman. À plus tard, Claude. Procure, organisme québécois dédié à la lutte contre le cancer de la prostate, lance la 12e édition de sa campagne caritative Novembre sous le thème « Osons le porter, osons en parler ». Cette campagne se déroule avec la collaboration de 33 personnalités publiques québécoises issues des milieux artistiques, sportifs et médiatiques. Elle vise à amasser plus d'1 million de dollars, notamment grâce à la vente de 7000 nœuds papillons. L'argent récolté servira à financer des services d'accompagnement pour les hommes atteints et leurs proches, de même que des projets de recherche sur le cancer de la prostate menés au Québec et au Canada. L'Office des personnes handicapées du Québec a tenu mardi dernier la 9e édition de la cérémonie du prix à part entière. Lors de cette soirée, la ville de Saint-Eustache a reçu le prix réservé à la catégorie municipalité, MRC et autres communautés. En plus d'une bourse de 5 000 $, la ville de Saint-Eustache a reçu un trophée en bronze pour souligner son engagement à l'égard de la participation sociale des personnes handicapées. Lancé en mars dernier, le projet de bande dessinée documentaire « Vivre Mirabel, les défis de la vie citoyenne et communautaire » s'enrichit désormais d'un 9e portrait qui porte cette fois sur l'enjeu du transport collectif. J'en discute avec Claude Grenier, directeur du Centre Jeunesse Emploi de Mirabel. Bonsoir, M. Grenier. Bonsoir. Alors, le défi du transport collectif à Mirabel tient à deux choses, essentiellement la vastitude du territoire et la faible densité urbaine. Exact. Qu'est-ce qu'on a comme offre de transport à Mirabel? Ben, malheureusement, c'est ça. On n'a pas beaucoup et malheureusement, il faudrait qu'on le développe parce qu'effectivement, la population, vous dites, oui, effectivement, un grand territoire, 480 quelques kilomètres carrés, mais c'est beaucoup de champs avec beaucoup de petits villages. Alors donc, c'est sûr que c'est cette agglomération-là qui devient difficile. Quand on parle de transport en commun, on n'est pas comme Montréal. Fait qu'on l'a vu qu'à Montréal, il n'y a pas de transport en commun, ça va pas bien. Mais il y a une densité, tandis que chez nous, malheureusement, à Mirabel, même si la population a plus que doublé, parce qu'on est passé, moi, en 2006 que j'ai ouvert le Carrefour, le Mirabel, puis on était à peine 20 000, on est rendu à plus de 60 000 personnes. Alors aujourd'hui, ce qui était un objectif pour 2030, fait qu'on a devancé les statistiques. Puis si j'ai bien regardé, là, il y a une ligne, Saint-Augustin, Sainte-Thérèse, puis des taxis collectifs. Ben voilà, c'est ça. Fait que là, ce qu'on a, c'est la 117 avec Axo, avec la 9. Ouais. Et c'est tout. Fait que les gens qui sont de Saint-Scolastique ou de Saint-Canut ou de Saint-Augustin, Sainte-Monique, etc., ben, pour se transporter, pour aller à Saint-Jérôme, aller à Laval ou à Sainte-Thérèse, ben, doivent se rendre sur la 117, doivent prendre l'autobus, c'est à 117. Il n'y a rien entre ça, sauf les taxis collectifs, mais malheureusement, encore là, c'est pas des points A au point B, c'est on va aller te chercher à quelque part, mais on va te ramener à Sainte-Thérèse, puis tu reprendras l'autobus pour aller à Saint-Janvier. C'est très compliqué. Puis même si on a une gare, encore une fois, la gare, il n'y a rien qui se rend à la gare. Fait qu'il faut se rendre à la gare pour avoir accès au train. Alors donc, on est toujours dans cette situation-là. Fait que c'est pour ça que les gens, comme dans d'autres villes, dans Mirabel, dans les Laurentides, Mirabel se retrouvent avec des services peu, et faire en sorte que des gens, comme les étudiants, ben, pour aller au cégep, aller à l'université, se retrouvent avec, ben, papa, maman, veux-tu me mener? Oui, c'est Alors, il faut trouver un livre. Alors, c'est ça qui devient compliqué. Vous apparaissez, vous, dans ce 9e volet de la bande dessinée. Vous êtes très bien représenté, d'ailleurs. et vous nous faites rapidement comprendre que des choses aussi simples là, pour le commun des mortels que comme aller travailler, se faire soigner, faire l'épicerie, ne sont pas accessibles à tout le monde. Qui en souffre le plus de ça? Quelle tranche de la population? Je vous dirais que c'est généralisé dans le sens que autant les jeunes que les personnes âgées. En personnes âgées sans voiture, ben, elles se retrouvent avec, veut aller à la pharmacie, ben, elle est loin la pharmacie. Alors donc, ça peut pas se faire nécessairement à pied. Alors, il faut toujours se retrouver avec un plan B, qui veut dire un voisin, un ami, un proche, quelqu'un qui va pouvoir vous emmener. C'est pour ça que bien des gens me trouvent drôle parce que ils me disent, Claude, chez vous, as-tu bien un service sans rendez-vous? Non, parce que la personne qui se rend chez nous, ben, pour se rendre chez nous, il fallait qu'elle ait quelqu'un qui l'amène, ce qui fait en sorte qu'elle veut s'assurer qu'elle va avoir un service et non pas arriver et dire, ah, ben, attends encore une demi-heure, 3/4 d'heure parce que tous nos conseillers sont occupés. Fait que,
c'est tout au rendez-vous chez nous. Mais c'est ça la problématique. Ouais. La même chose pour le jeune qui veut aller aux études. Oui, ça va bien avec l'autobus jaune quand on est au niveau primaire, secondaire. Mais si tu veux aller au cégep, tu es à Saint-Scolastique, Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse, les plus proches, comme cégep, ben, sont loin, là, à pied. Puis si t'as pas de voiture, ben, tu peux pas. Un exode, j'imagine. Exact, ben voilà. Fait que ça amène des gens à sortir et aller soit à Laval, Sainte-Thérèse et tout ça. Fait que c'est... Vous parliez d'un plan D tout à l'heure, c'était un petit lapsus, mais il est vraiment pas bête, là, parce qu'il faut penser à tout. Oui. Vous semblez dire aussi qu'il faut pas rêver en couleur, hein, qu'un service régulier de transport collectif, c'est pas pour demain. À Mirabel, quelles sortes de solutions sont envisageables à ce moment-là? C'est ça. Alors, c'est pour ça que ça devient intéressant. Là, je sais qu'avec la nouvelle administration, avec les élections qu'on vient d'avoir, il y a des projets de mise sur pied d'un comité pour regarder. Puis je pense que c'est important que ce soit pas avec l'ensemble urbain de Montréal, parce qu'évidemment, on fait partie du grand territoire de Montréal, mais c'est des autobus, comme on a l'Axo sur la 117, ben on peut pas mettre ça sur Côte-des-Saints, Côte-des-Anges, ça n'a pas d'allure, ça sera pas rentable. Donc, il faut penser à autre chose. Et on parle de navette. S'il y a quelque chose de privé qui s'est fait, qui est tout à fait nouveau, qui est intéressant, dans le parc industriel aéroportuaire. Ouais. Alors donc, il y a plein d'entreprises qui se sont réunies et font une navette gare et parc. Ce qui fait en sorte que les gens, là, ça devient intéressant. Les gens prennent le train, prennent la navette, se rendent direct dans le milieu de travail, repartent, alors ça, c'est intéressant. Voilà. Ça, c'est des choses. Il y aurait aussi toute la question de repenser le développement, mais malheureusement, on n'a plus le temps. Nos 5 minutes sont écoulées. J'invite les gens, moi, à visiter le site web de la Corporation de développement communautaire de Mirabel, et le site web du CGIE Mirabel. Il y a plein d'informations là-dedans. Oui. Claude Grenier, vous en êtes le directeur. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Le marché de Noël de Mirabel est de retour pour une 7e édition du 22 novembre au 14 décembre, tous les samedis et dimanches, de 10h à 17h, au Centre culturel du domaine Vert Nord. Pour l'occasion, plus de 100 exposants offriront une variété de produits artisanaux, comme des articles en bois, des produits du terroir, des savons et des produits pour le corps, de même que des bijoux. Le Père Noël sera aussi de passage de 10h à 13h chaque samedi matin dans le chapiteau. La cohorte finissante en théâtre musical du Collège Lionel-Groux vous invite à découvrir Et si, et puis, une comédie musicale signée par les créateurs de Next to Normal, récipiendaires du prix Pulitzer et d'un Tony Awards. Les représentations de cette œuvre traduite, adaptée et mise en scène par Frédéric-Antoine Guimont auront lieu du 12 au 16 décembre au studio Charles-Valois du Collège Lionel-Groux. Écrite en 2014, Et si, et puis, explore en parallèle 2 trajectoires possibles dans la vie d'une femme. Il est possible de réserver ses billets en ligne dès maintenant. Pour une 5e année, le Petit Théâtre du Nord nous propose ses veillées festives, façon de faire un party de Noël avant Noël. C'est ça, oui. Mélanie Saint-Laurent? Tout à fait, tout à fait. Mélanie Saint-Laurent, qui est comédienne et directrice générale du Petit Théâtre du Nord. Ben, bonsoir. Disons que moi, je reviens d'un long voyage dans une autre galaxie. Et que j'ai jamais entendu parler des veillées festives. Quelle serait la meilleure façon de... Ben, premièrement, on va vous dire que vous êtes le bienvenu. Oui, on est content de vous avoir. En fait, les veillées festives, c'est un moment de se retrouver ensemble et parler de notre territoire, qui est les Laurentides, Basse-Laurentides plus largement, et de fêter ensemble, de revisiter soit des personnages ou soit des lieux à travers le conte. Alors, on redevient un peu des enfants qui se font raconter des histoires parce que c'est 4 histoires qui nous sont contées, qui ont été écrites par des auteurs contemporains, québécois, jeunes, moins jeunes, et qui se penchent le temps d'un conte sur un thème qu'on impose au Petit Théâtre du Nord. Oui, je connais bien la formule. Des fois, il y a des personnages réels. Oui. Il y a des personnages inventés. L'idée, c'est toujours de redécouvrir le territoire. Oui. Ça doit être aussi, c'est très intéressant pour nous, les spectateurs, mais ça doit être aussi fascinant et intéressant pour vous, les artisans. C'est fascinant. Moi, j'ai la chance de faire une partie de la recherche puis d'écrire des petits bouts de liens qu'on va insérer.
moi, en tout cas, je trouve que c'est pertinent de savoir que la seigneurie des Mille-Îles, elle a été fondée à côté d'un endroit qu'on passe à tous les jours. Ça, c'est un exemple. Cette année, on parle des terres d'accueil, puis c'est volontaire qu'on a mis au pluriel. Il y a des gens qui viennent de partout en Amérique. Bien sûr, il y avait les Premières Nations qui étaient là avant nous, mais de se poser cette question-là, d'où on vient, qui étaient nos ancêtres, comment ça s'est passé avant nous, pour que nous, on puisse justement être présents maintenant. Moi, en tout cas, je trouve que ça nous permet de mieux se projeter dans l'avenir puis de pas oublier ce qui s'est passé avant. Quels sont les personnages qu'on va voir apparaître dans Terre d'accueil? Il y en a plein. Il y a une fille du roi. On a l'histoire d'une fille du roi. On a l'histoire du mouvement des 25 000 Tucs en 2015, quand les Syriens étaient accueillis au Canada. C'est ça, les 25 000 Tucs. C'est ça, 25 000 Tucs. Et ça fait 10 ans, presque jour pour jour. En fait, ça a fait 10 ans le 15 décembre que le mouvement est parti. Ensuite, on a une histoire balade en rivière qui parle d'une épopée justement des Premières Nations Innu. Et quoi d'autre? Ben on a Thérèse de Blainville qui nous raconte un peu son histoire mixée avec une légende de Rose la Tulipe. Qui fait partie de notre folklore aussi. La proposition, moi j'aime beaucoup la proposition du Petit Théâtre du Nord dans le cadre des veillées festives parce qu'on a un peu de tout. Ouais. On a des trucs extrêmement poétiques, on a des trucs qui sont très très drôles, plus graves. Il y a la musique aussi. Il y a la musique de Benoît Archambault. On garde cette formule-là. Oui, tout à fait. Puis moi, je sais pas, ceux que ça rappelle quelque chose, me faire le patchwork, là, de faire une Catalogne, puis de mettre des tissus ensemble qui fait un ensemble magnifique à la fin. C'est un peu ça, les veillées festives. On met des petits morceaux d'échantillons qui sont différents les uns les autres. Puis ensemble, ben ça fait un produit magnifique. Qui sont les auteurs, autrices cette année? Oui. Donc, on a Stéphanie Labbé, Étienne Thibault, Chantal Cadieux et Zumba Les Tourneaux. Okay. Et la distribution? Ben en fait, la distribution, on est 4 femmes, parce qu'il y a tellement de talent au Québec. Ben oui. Alors, on est obligé d'engager des femmes. Alors, Geneviève Allary, Laurence Laprise, et puis Jessica Larsen, ainsi que moi-même. Oui. Vous les avez toutes faites, je pense, les veillées festives, vous? Ben, avec Benoît Archambault, je pense que vous êtes... Benoît et moi, on la est... base, ou les vétérans, c'est ça, ou les seniors, ça. quelque chose comme ça. C'est ça, parce qu'on mentionne Benoît Archambault parce que tout ça est enrobé de musique. Et sa présence devient presque un personnage dans les contes, là. Ça crée vraiment une ambiance, puis multi-instrumentaliste. Alors, on est bien tombé avec Benoît. oui, je comprends donc. Donc, ça se passe ça, du 27 novembre au 14 décembre, seulement 10 représentations. Oui. Est-ce qu'il y aura possibilité d'ajouter des supplémentaires aux besoins? Ben, ça se pourrait. Bon. On verra selon la demande. Alors, allez acheter vos billets. Mélanie Saint-Laurent, directrice générale du Petit Théâtre du Nord et comédienne, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Claude. La cloche vient de sonner, il reste moins de 100 jours avant la tenue de la 60e finale des Jeux du Québec 2026, qui se tiendra sous le thème « Briller de 1000 Jeux » du 27 février au 7 mars. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir François Rioux, directeur général du comité organisateur de ce grand rendez-vous sportif. Bonsoir, Monsieur Rioux. Bonsoir. Merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir. Sur votre site web, le décompte, on a démarré le chrono, on voit le temps s'égrener en jours, en heures, en minutes, en secondes. Aidez-nous à comprendre l'importance de ce cap là, qui vient d'être franchi. C'est majeur, c'est la dernière ligne. Pour nous, je le dis, là, c'est le début de la fin. Ça fait 2 ans, moi, ça va faire 1 an et demi, en fait, que je suis aux commandes de ce bel événement-là. Et puis là, 100 jours devant nous pour tout finaliser, pour sortir ce qu'on a mis sur papier, puis l'opérationnaliser, puis le rendre concret. Donc, c'est la dernière ligne droite. On essaie de tout attacher. Il reste pas grand-chose, mais on veut que les sites sportifs soient prêts, que les cérémonies soient à la hauteur des attentes. Fait qu'il reste un petit peu de détails, c'est la finition, là. C'est en novembre 2023 qu'on apprenait que la ville de Blainville serait l'hôtesse de cette finale-là. Vous êtes arrivé, vous, fin février, donc quelques mois plus tard. Donnez-nous une idée de la tâche qui vous attendait à ce moment-là et de la besogne qui a été abattue jusqu'ici. Oui. En fait, je ne le savais pas. Je vais être bien transparent, je ne savais pas ce qui m'attendait. Sinon, je ne l'aurais pas fait. J'imagine. Non, c'est une blague. En fait, j'avais un cahier de charge que mes collègues ont travaillé pour un cahier de candidature. Et puis, mon travail à
à moi consistait au départ de former une équipe. On ne pouvait pas faire ça tout seul, donc ça a été les premiers éléments, ça a été ça, de constituer une équipe. Là, aujourd'hui, on est une équipe de 30 personnes à temps plein qui travaillent pour livrer la 60e finale. Préalablement à ça aussi, il y avait d'autres éléments. Fallait attacher des partenaires institutionnels, fallait aller chercher le financement nécessaire pour faire cet événement-là. Donc ça a été les premiers éléments qui ont été faits. Puis par la suite, vous l'avez dit tantôt, là, c'est un événement à grande envergure. Fait que là, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect santé, sécurité, les cérémonies, la place des jeux, les compétitions sportives. Fait qu'évidemment, j'ai des collègues extraordinaires là, qui savent à faire avancer tous les dossiers. Fait qu'il y a beaucoup de travail qui a été abattu. Ça serait beaucoup trop long de l'expliquer là, en 2 minutes, mais il y a énormément de travail qui a été abattu pour être capable d'être où est-ce qu'on est aujourd'hui à 100 jours. Et vous avez trouvé tous vos bénévoles? En ce moment, on a 1029 bénévoles d'inscrits officiellement sur la plateforme. Il vous en fallait le double officiellement. 2500. 2500, c'est notre chiffre. C'est le chiffre qu'on souhaite atteindre. Moi, ce qu'on me souffle à l'oreille, c'est qu'on est dans une bonne position là, à 3 mois et quelques jours des Jeux. Donc, on n'a pas d'inquiétude, mais c'est sûr qu'on fait quand même encore là, on fait encore beaucoup d'efforts pour aller recruter des bénévoles, que ce soit seul, que ce soit en famille, que ce soit du bénévolat corporatif. Nous, on cherche des gens qui vont venir donner 4 heures, 8 heures, 16 heures, peu importe, selon les disponibilités et les capacités physiques des gens. C'est sûr qu'on est toujours à la recherche là, de bénévoles. Puis c'est une des priorités qu'on a actuellement, c'est de la mobilisation, d'aller à la rencontre des gens, puis d'inciter les gens. C'est toujours possible, puis vous pouvez les former, les gens. Absolument. On juste aller sur non, exactement. Puis tu sais, on me pose souvent la question, c'est quoi le bénévolat, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tellement gros comme événement qu'on peut être autant à la signalisation, à la sécurité, à l'accréditation. On peut donner les items à la boutique. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'alimentation, puis j'en passe. Vous avez témoigné en cours de route, M. Rioux, de votre désir de redéfinir l'expérience des Jeux. Vous avez dit que cette édition-là marquerait un tournant dans l'histoire des Jeux. C'est plutôt, c'est un bel objectif. Ça me semble très ambitieux. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça, redéfinir l'expérience des Jeux? En fait, c'est sa 60e édition. Fait que, il y a un petit côté célébration autour de ça. C'est sûr que notre objectif au comité, c'est de respecter le côté traditionnel des Jeux. Il y a des éléments qu'on ne veut pas, toucher parce que ce sont les attentes, puis on veut pas ébranler les colonnes du temple. Mais il y a quand même, je pense, une responsabilité d'un comité organisateur de faire progresser le produit. Puis, tu sais, les Jeux du Québec nous sont prêtés à Blainville. Après ça, ils vont s'en aller à Saint-Georges-de-Beauce, à Victoriaville éventuellement. Mais le temps qui est chez nous, ce produit-là, ce petit bébé-là, je pense qu'on a la responsabilité de faire des petits ajouts, de contribuer à l'amélioration de ce projet-là, de ce produit-là. Et je pense qu'on est capable de le faire avec le comité, que ce soit par exemple avec une plateforme de bénévoles qui est peut-être différente de ce qui a été fait dans le passé, que ce soit la digitalisation des formulaires qui sont utilisés durant la finale pour être encore plus verts. Il y a quelques éléments qu'on peut faire. On est très audacieux également dans nos propositions artistiques au niveau des cérémonies. Entre autres, si je compare par exemple aux éditions précédentes, nos cérémonies, on a une cérémonie ouverture, fermeture qui est différente. D'habitude, c'est souvent la même cérémonie. Nous, c'est différent. On a des artistes comme Jay Scott, on a Billy Dupage, Freds, on a des danseurs, Sam et Sean, on a Lazy Leg. C'est vraiment très, très, très diversifié. Il reste 98 jours en ce moment. Les gens vont voir se promener la flamme officielle des Jeux. François Rioux, directeur général de la finale des Jeux du Québec de Blainville. On va sûrement se revoir d'ici ce temps-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand plaisir. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Mardi soir à Saint-Jérôme, il y avait un spectacle événement pour rendre hommage à une grande chanteuse, Nanette Workman, et les caméras de TVBL étaient sur place. Oui, c'est l'occasion donc de rendre hommage à cette grande dame de la musique québécoise, entre autres, qui a 80 ans aujourd'hui même. Ça nous a aussi permis de parler de la culture dans notre société et dans notre capitale régionale. Alors, je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. Ce soir, c'est un rêve de fou qu'on a eu au théâtre. En fait, on préparait des spectacles avec Maxime Charbonneau, un directeur artistique, un metteur en scène que vous allez croiser tantôt. Puis quelqu'un lui a glissé dans l'oreille, qui est un fan de Nanette, un fan de culture, qui aimerait créer un hommage pour Nanette et qui trouvait nulle part un port d'attache pour le faire. Maxime a eu l'idée de m'en parler et immédiatement, on s'est emballé à propos de cette idée-là. On a fait une rencontre avec Alain, qui est l'idéateur de tout ça. Et voilà, 9 à 10 mois plus tard, on se retrouve ici au théâtre avec un spectacle événement qui va être mémorable, j'en suis certain.
Eh bien, c'est un spectacle qu'on vous présente ce soir qui est d'une durée d'à peu près 2h30 sans l'entracte. Fait que c'est un bon show, c'est un gros show. J'ai découpé le spectacle comme les pistes d'un vinyle. Au départ, on va voir dans l'écran géant un immense vinyle et chaque piste correspond à une part de sa vie professionnelle. À la toute fin, on retire le vinyle, puis on finit avec une finale relativement touchante où on va... Elle sera pas sur scène, mais on va entendre chanter Nanette. Et cette année, 2025, était une année importante pour le faire parce que Nanette, le 20 novembre, souffle 80 bougies et c'est les 50 ans de l'album Lady Marmelade. Alors, tout était là pour lui offrir un cadeau, une célébration. On n'allait pas le faire sans son consentement, donc on est entré en contact avec elle via son équipe. On a eu un go. Ce qui la touchait aussi, c'est que les revenus, les profits de ce spectacle-là vont servir à permettre aux jeunes de venir s'immerger de culture au Théâtre Gilles Vigneault. Fait que ça lui plaisait énormément. Je pense pas qu'elle aurait accepté de faire ça pour un but totalement lucratif, là. Il fallait qu'il y ait un sens puis une cause. On est en train de préparer un projet qui s'appelle l'art de se rencontrer, qui va faire se rencontrer justement deux générations différentes. Des jeunes qui étudient à l'Université du Québec en Outaouais, campus Saint-Jérôme, et au Cégep de Saint-Jérôme, qui travaillent dans différents départements reliés à ça et qui vont accompagner des aînés qui vivent un peu plus de solitude que d'autres dans des RPA du coin à des événements culturels au théâtre. Alors, on essaie de leur fournir le transport, de les faire se rencontrer avant le spectacle, de vivre le spectacle ensemble, puis d'en reparler après, puis de le faire quelques fois pendant l'année. On est un acteur majeur dans la région, puis on le prend au sérieux. Alors, on a besoin de fonds pour ça. Puis ce spectacle-là fait partie de nos revenus de sources différentes pour réussir à réaliser ces projets-là pour la jeunesse, pour les aînés, la communauté en général. La réception du public, sans même avoir vu le spectacle encore, est extraordinaire. On a été couvert de demandes comme on n'en a jamais eu. Je pense que c'est beaucoup parce que Nanette a marqué l'histoire du Québec. Elle a travaillé avec tout le monde. C'est une personne immensément sympathique, immensément généreuse. Puis c'est grâce à sa générosité qu'ils ont réussi à faire ce spectacle-là aujourd'hui. Et de faire un spectacle sur Nanette Workman, c'est d'avoir réellement toutes les possibilités. Nanette, c'est les folles années du disco, c'est le blues, c'est chanter avec les Rolling Stones, c'est fréquenter Johnny Hallyday pendant 4 ans, c'est tomber amoureux follement de Serge Fiori, c'est tout ça. Alors, c'est comme une grosse fricassée que j'avais à ma possession, qu'il fallait que je mette de façon scénique. Alors, on a appelé plusieurs amis, et c'est tous des gens qui ont fréquenté ou qui ont travaillé avec Nanette, qui ont eu des rapports professionnels, d'amitié, qui sont là. On a une pochette impressionnante. Là. Les gens du Théâtre Gilles Vigneault qui ont acheté tout bonnement leur billet il y a de ça plusieurs mois se doutent pas de qu'est-ce qu'ils vont voir ce soir. Ça va de Louise Portal qui est descendue de Chicoutimi, ça va de Steve Hill, ça va de Lulu Hughes, Bruno Pelletier, Dan Bigra, Breen Leboeuf, Martin Deschamps, les Sœurs Riverain, Nancy Fortin, Sico. Il y a des gens qu'on connaît un peu moins, mais qui ont fréquenté Nanette, qui ont été dans son entourage. On a également la présence de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, qui est venu, au nom du gouvernement, souligner la part de Nanette comme artiste ici au Québec. Sa présence ici, de parler au nom du Québec, je pense que, j'espère que ça va lui faire le plus grand des biens et qu'elle va se sentir accueillie dans tout ça. Fait que ça, disons, c'est une des surprises majeures qu'on a ce soir. C'est important pour Guy Chevrier, pour l'équipe du Théâtre Gilles Vigneault, pour moi aussi, de proposer un spectacle qui aurait très bien pu être présenté pendant le jazz au Théâtre Maisonneuve, à la salle Wilfrid Pelletier, à la Place des Arts. C'est ce genre de spectacle-là qu'on présente ça, à l'extérieur des grands centres, à Saint-Jérôme, parce qu'ici aussi, il y a une vie culturelle foisonnante, et c'est ce qu'on veut démontrer. Fait que moi, je veux que les gens se sentent privilégiés d'assister à ça, et mon petit souhait secret, là, c'est que ce spectacle-là puisse revoir le jour quelque part, éventuellement, sous cette forme-là, sous une autre forme. Je peux pas croire qu'on a travaillé si longtemps pour que ce soit un one-shot deal en bon français. Alors, je me croise les doigts. La culture et les arts sont une extension de notre système de santé et d'éducation. Qui n'a pas, à un moment donné dans sa vie, été accompagné par une chanson, une pièce de théâtre, dans un deuil, une peine d'amour ou même un nouvel amour? Nous, on est dans la prévention en culture, puis même parfois dans la guérison. Je suis certain qu'on a réussi à sauver des vies, pas moi personnellement, mais la culture en général, pas comme avec un scalpel pendant une opération chirurgicale, mais sur la durée, pendant toute une vie. C'est très, très important de consommer et de nourrir la culture au Québec et partout dans le monde. Merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude.
Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Perspective suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site web et regarder toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.